Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à cette conférence solo. Il s'agira de compléter aussi certains modules que vous avez peut-être pu suivre, notamment s'initier à l'autofiction. Donc cette conférence va se décliner en 3 parties. Donc la première partie, je vais vous donner une brève définition de ce qu'est l'autofiction. Je vais là encore distinguer l'autoportrait, la fiction, l'autobiographie de l'autofiction. Et nous allons voir dans cette première partie, pour terminer, les débats depuis les années 70 et la question de la perception. Donc, vous voyez cette première partie comme un complément d'information au module s'initier à l'autofiction. Dans la deuxième partie, je vais voir avec vous donc la quête d'authenticité dans l'autofiction. Nous verrons ce qu'est la réalité et la vérité, philosophiquement parlant. Puis nous verrons comment la construction de la réalité se fait à travers l'autofiction et comment la déconstruction de la frontière entre fiction et réalité s'opère aussi à travers l'autofiction. Et enfin, dans la troisième partie, nous verrons donc l'impact de ces perceptions, donc SES, ces perceptions sur le collectif, notamment sur 3 points, donc cet enjeu identitaire, cet enjeu politique et l'enjeu philosophique. Donc, avant de commencer, j'aimerais néanmoins rappeler la société Aitika, donc tout ce qui est valeur et mission de la société Aitika, et pourquoi, in fine, aussi, il y a tout cela. Donc, ces formations autour de l'autofiction et le profilage, bien évidemment. Alors, Aitika, donc la société, s'engage profondément dans la philosophie, la psychologie et bien évidemment l'autofiction. Et nos valeurs reposent donc sur l'empathie, sur la réflexion aussi introspective et l'exploration de soi donc à travers la narration, mais aussi à travers donc des enquêtes pour le profilage et à travers des outils scientifiques. Je crois en tout cas que l'autofiction peut être un outil puissant pour comprendre les individus et les collectifs d'une manière unique, puisque je vous accompagne aussi à chaque étape de votre vie par le biais de formations, mais aussi de services d'écoute et d'analyse. Nos missions sont les suivantes, donc une compréhension contextuelle. Donc notre mission principale est de favoriser la compréhension de soi et des autres à travers l'autofiction et d'autres formations, bien évidemment, connexes, donc notamment aussi en sciences du langage, philosophie du langage, logique, psychologie, etc. J'offre en tout cas des formations innovantes centrées sur donc l'écriture autofictionnelle, comme vous avez pu vous en douter, pour encourager l'exploration personnelle et la perception empathique des expériences humaines. Il y a aussi la mission autour de la responsabilité et de l'éthique narrative. Je promeus en tout cas une utilisation responsable de l'autofiction. À savoir que je guide mes apprenants à travers un processus éthique d'auto-exploration de la narration, soulignant donc l'importance de l'intégrité et du respect envers soi-même et les autres dans la création des récits personnels. Ensuite, il y a une autre mission qui est l'impact collectif. Donc je crois que l'autofiction peut transcender l'individu pour avoir un impact profond sur les collectifs, sinon je ne ferai pas tout ce que je fais. En comprenant les récits personnels, nous visons à favoriser ainsi une meilleure compréhension à la fois donc de soi et des autres, mais aussi des dynamiques sociales, contribuant ainsi à des relations plus empathiques et inclusives au sein de la société. Donc il s'agit vraiment d'opérer une transformation profonde au sein de cette société pour aller vers autre chose de complètement nouveau, mais par des outils que nous connaissons. Voilà, c'est un peu une transformation progressive pour vous, voilà, je vous prends par la main pour que vous puissiez aussi assurer, aussi vous adapter à cette transformation qui va vous amener à plus de liberté, de compréhension et d'aboutissement aussi personnel, mais aussi collectif. Donc, ceci étant dit, j'aimerais donc redéfinir un peu l'autofiction dans son contexte. Si vous n'avez pas suivi, là encore, le module s'initie à l'autofiction. Alors, Philippe Lejeune, qui est un universitaire qui a été agrégé en lettres classiques en 1962, il écrivit en 1975 le pacte autobiographique. Et Philippe Lejeune dit, en fait, il se demande
est-ce que le héros, par exemple, d'un roman, peut-il avoir le même nom que l'auteur dans ce fameux pacte autobiographique? Et c'est là d'où découle sa définition de l'autobiographie, qui va faire un peu une propriété de l'autobiographie, à savoir que le nom du héros devient le nom de l'auteur. Donc il y a une forme, on assume son personnage, puisque en fait on s'assume soi-même à travers nos récits. L'autobiographie aussi, je le rappelle, il est chronologique. Voilà, donc son aspect le plus saillant est cette chronologie qui transparaît donc à la lecture, qui n'est pas forcément calquée après par l'autofiction en tout cas, parce qu'il y a beaucoup d'amalgame entre l'autobiographie et l'autofiction. Je reviendrai tout à l'heure sur ça, mais ce n'est pas la même chose. En 1977, Serge Dubrovsky va créer ce fameux néologisme qui n'est autre que autofiction. Donc en répondant à Philippe Lejeune vis-à-vis de son pacte autobiographique. Donc en 1979, Serge Dubrovsky écrit l'initiative Homo, M-A-U-X, écrire sa psychanalyse à travers donc l'écriture de l'autofiction. En 1984, on officialise l'autofiction puisque on entre, en tout cas c'est grâce à Jacques Le Carme qui va entrer ce mot dans l'Encyclopædia Universalis. Et après, en 1989, Vincent Colonna, qui est sous la direction de Gérard Genette, je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous ne le connaissez pas, allez feuilleter, jouez les curieux. Gérard Genette, c'est aussi un linguiste et qui est fort de son expérience aussi dans tout ce qui est écriture et l'architecture, etc. Et donc Vincent Colonna, lui, il soutient une thèse de doctorat donc en 1989. Qui élargit donc la définition dubrovskienne, fictionnalisation de soi. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle Autofiction et autres mythomanies littéraires, que je vous recommande aussi. Donc, c'est bien aussi d'avoir plusieurs points de vue sur ce qu'est l'autofiction, puisque ça va forger aussi les débats qui ont commencé à partir de 2008. En effet, il y a de multiples colloques qui sont présentés et qui font apparaître les enjeux de l'autofiction. Et ça va vraiment contribuer à faire avancer aussi les idées, mais aussi déconstruire les préjugés sur l'autofiction. Pour revenir un petit peu juste sur la distinction brève autour de l'autoportrait, l'autobiographie, la fiction et l'autofiction. Alors pour l'autoportrait, il se concentre sur la représentation subjective de l'auteur, explorant donc souvent des aspects intérieurs et émotionnels sans suivre nécessairement donc une trame narrative. Il n'y a pas forcément de chronologie. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir si c'est de l'autoportrait, posez-vous cette simple question. Est-ce que l'auteur dit « je ne vous raconterai pas ce que j'ai fait, mais je vous dirai qui je suis ». Si le livre répond à cela, à cette phrase, à cette affirmation, dans ce cas, vous allez faire un autoportrait, tout simplement. Ensuite, il y a la question autobiographique. Donc l'autobiographie, comme je disais, cherche à relater donc des faits précis de la vie de l'auteur. Donc c'est une chronologie, c'est chronologique. Se concentrant sur la réalité, l'exactitude historique, donc comme je disais, de manière chronologique. La fiction, et c'est là où on commence à rentrer vraiment dans l'autofiction, puisque la fiction peut se référer à des récits imaginaires ou des hypothèses utilisées pour illustrer des concepts philosophiques ou encore à des constructions mentales qui permettent d'explorer des idées abstraites ou des possibilités théoriques. En somme, la fiction en philosophie est souvent un outil permettant donc de penser, de discuter de manière créative et ou conceptuelle. Donc c'est là où aussi on va dresser un parallèle avec l'autofiction, puisque dans l'autofiction, l'auteur jongle avec la vérité et la fiction, tout simplement. Et on reviendra sur la notion de vérité tout à l'heure, grâce à son apport au langage, mêlant donc les deux pour créer une narration captivante, mais aussi authentique. Et c'est sujet à débat aussi. Cela permet donc une liberté créative, forcément, tout en s'appuyant sur des expériences personnelles. Donc par exemple, on utilise l'autofiction pour écrire des histoires sur soi fictives, pour explorer des questions morales ou éthiques, s'introspecter, ou pour examiner des problèmes métaphysiques ou épistémologiques. Vous voyez, donc là on reprend vraiment aussi les vertus, que je dirais, de la fiction, puisqu'il s'agit vraiment de questionner aussi en matière de philosophie, les questions autour des questions morales, des valeurs éthiques, mais aussi la question de l'identité, de la vérité, de la réalité. Et nous pouvons faire tout ça grâce à nos propres récits via l'autofiction.
Et c'est ça qui va être extrêmement important pour la suite. Donc, au niveau des débats depuis les années 70, comme vous le savez, ou en tout cas vous pouvez le supposer, les débats ont été extrêmement houleux. On commence en 1977 où effectivement l'autofiction apparaît. Donc Serge Dubrovsky dans son roman Fils utilise pour la première fois le terme autofiction pour décrire son approche narrative mêlant éléments autobiographiques et fictionnels. Donc Dubrovsky propose ainsi une nouvelle manière de concevoir le récit de soi où la frontière entre le réel et l'imaginaire devient extrêmement floue. Dans les années 80, on parle d'expansion et donc des débats qui commencent à proliférer. L'autofiction commence ainsi à gagner du terrain et surtout en popularité en France avec des auteurs comme Margaret Duras et Annie Ernaux dans La Place en 1983. Ernaux en fait explore son histoire familiale avec une écriture à la fois documentaire et romanesque, lançant ainsi des discussions sur les frontières entre la fiction et la réalité dans la littérature autobiographique. Les années 90, j'ai envie de dire que ce sont les années les plus houleuses. Pourquoi ? Parce que c'est là où les polémiques vont commencer à s'ancrer. Christine Angot donc, devient une figure marquante de l'autofiction avec des œuvres comme L'Inceste en 1999, où elle explore donc des tabous familiaux avec une écriture crue et provocante. Et cette décennie voit également émerger donc des critiques virulentes contre l'autofiction, certains accusant donc les auteurs d'exhibitionnisme et de manipulation narcissique de la réalité. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Lolita de Nabokov. Oui, c'est ça, Nabokov. Et en fait, effectivement, là aussi, c'était sujet à beaucoup de polémiques parce que ils ont romancé après cette histoire. Puisque je vous rappelle en fait l'histoire, c'est que Lolita, en fait, une fillette, 13 ans, je crois, il me semble qu'elle a 13 ans. En fait, donc elle a un nouveau beau-père et son beau-père tombe amoureux d'elle. Voilà, enfin tombe amoureux, c'est un grand mot, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe et puis elle va être un objet de sexualisation, on va dire. Et donc, on fait passer après quelque chose comme une histoire d'amour, alors qu'in fine, dans notre conscience morale, dans notre manière de voir le monde au sein de notre système, on appellerait ça plutôt de la pédophilie. Voilà. Donc, c'est une question de perception à ce niveau. Voilà. Donc, on peut comprendre effectivement que c'est sujet à polémique, à polémique en tout cas dans ce sens-là, puisque les perceptions de quelqu'un vont être très mal vues dans la conscience collective, puisque ça ne fait pas partie des mœurs, et au contraire, ça peut même normaliser, j'ai envie de dire, cette façon de voir les choses en disant oui, mais en fait, c'est l'amour, etc. Donc, il faut aussi se poser les questions sur ce qu'est l'amour, par exemple, de manière philosophique, ce que vaut vraiment la morale aussi dans des questions-là. Parce qu'in fine, l'autofiction va vous donner déjà beaucoup d'éléments sur vous, sur vos perceptions justement, et aussi sur les autres, votre manière de fonctionner vis-à-vis des autres. Et ce n'est pas vraiment de prime abord dans une visée d'analyse, mais plus dans une visée créative, afin que vous puissiez surtout vous libérer, vous exprimer avec authenticité. Et c'est ça le plus important, c'est qu'il faut pas qu'il y ait de jugement à ce niveau-là. En tout cas, dans tout ce qui est de l'ordre de la création, de la créativité, il faut rester assez neutre à ce niveau-là. Dans les années 2000, il y a beaucoup de critiques et une diversification dans l'autofiction. L'autofiction donc se diversifie avec des auteurs comme Camille Laurens. D'ailleurs, voilà, si elle passe par là, coucou, notamment dans Ces bras-là, donc qui a été publié en l'an 2000, et Emmanuel Carrère, l'adversaire aussi en 2000. Carrère en particulier brouille les frontières entre autobiographie et fiction en écrivant sur des événements réels avec une approche romanesque. Cependant, cette période est également marquée par des critiques de plus en plus nombreuses remettant en question l'authenticité justement et la valeur de cette forme littéraire. Qu'est-ce que l'authenticité quand, in fine, eh bien, on met de la fiction, donc quelque chose qui serait complètement inventé. Dans les années 2010, on parle de réflexion et de consolidation, puisque l'autofiction devient un sujet d'études académiques avec des travaux comme Autofiction et compagnie en 2010 de Vincent Colonna et Frédéric Yves Janet. Donc des auteurs comme Annie Ernaux poursuivent leur exploration de l'autofiction avec des œuvres telles que par exemple, Mémoire de fille en 2011, interrogeant donc la construction de l'identité à travers le prisme de l'autobiographie romancée.
Dans les années 2020, il y a une évolution significative et une hybridation. L'autofiction continue de se développer avec des auteurs comme Edward Lewis, donc En finir avec Eddie Bellegueule en 2014 et Karl Ove Knausgaard, excusez-moi pour la prononciation, Mon combat entre 2009 et 2011. Donc ces écrivains repoussent les limites de l'autofiction en explorant des sujets sociaux et politiques avec un style délibérément non romanesque. Parallèlement, des formes hybrides d'autofiction émergent, mêlant récits personnels et éléments documentaires, comme dans les travaux de Rachel Cusk, notamment la trilogie de l'aveuglement de 2014 à 2018. Dans l'ensemble, l'autofiction continue de susciter beaucoup de débats passionnés, c'est un mot passionné, et autour de son rapport surtout à la vérité, de son impact sur la perception de la réalité, de son potentiel à exprimer l'expérience humaine de manière novatrice. Moi, je vais vous donner aussi mon point de vue au fil donc, de cette conférence sur ma manière aussi de voir tout cela. Et pour apporter, en tout cas à ma manière, cette pierre à cet édifice, à ces débats. Et je serai en tout cas heureuse aussi de pouvoir en discuter à nouveau, débattre avec d'autres philosophes, d'autres littéraires, linguistes, scientifiques qui le voudraient bien évidemment. Et on finit donc cette première partie avec cette question de la perception. Qu'est-ce que la perception ? Alors, ce terme est dérivé du latin perceptio, qui signifie recueillir, récolter. La perception est une fonction par laquelle un sujet se représente donc des objets qui l'entourent au moyen de sensations qui l'affectent. Donc, les sensations peuvent être considérées comme la matière de la perception. Donc, si la perception récolte des impressions sensibles, elle opère nécessairement une sélection, négligeant une partie de l'objet perçu. Ah oui, si c'est conditionné à vos sens aussi, vos sens peuvent être limités sans que vous ne le sachiez, sans que vous en preniez conscience, parce que pour vous, c'est votre réalité, ça forge votre réalité. Donc, votre perception à ce moment-là est figée. Et pourtant, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est véridique. Voilà, en tout cas qu'elle est en phase avec une réalité dite objective. Parce qu'une réalité, normalement, est censée être vue comme objective, contrairement à la vérité qui peut être extrêmement subjective, puisque la réalité s'impose toujours à nous. Ça, c'est un fait. Mais on peut aussi co-construire une forme de réalité. Et il suffit, in fine, que des perceptions convergent, soient communes, pour co-créer en tout cas une forme de réalité, laquelle sera en tout cas scientifiquement parlant véridique, puisqu'elle est vérifiable et répétable en fonction donc des perceptions communes. Ça, je l'ajoute de mon point de vue. Elle ne peut, en tout cas la perception ne peut ainsi s'emparer que de ce qui se tient, comme je disais, à la limite de nos sens. Et la perception seule ne garantit pas que cette récolte corresponde effectivement à l'essence de l'objet perçu. Et j'insiste bien sur le mot essence. Ni même qu'il y ait un objet hors d'elle. Donc l'illusion, par exemple, du membre d'un amputé. Voilà, c'est une illusion, mais pourtant, on va percevoir ce membre comme existant. Et cependant, donc, la perception, elle est par nature problématique. Car il s'agit d'une recomposition du monde et ne constitue pas un critère fiable pour fonder, en tout cas, la vérité d'un jugement, comme je l'ai souligné. Ainsi, l'autofiction vient questionner les perceptions de vérité et de réalité sous le prisme de l'imagination, car réinventer son histoire, son vécu, est-ce mentir ? C'est une question à laquelle on peut se poser, puisque nous ne sommes pas... nous ne sommes pas infaillibles au niveau de la mémoire, et surtout que aussi il y a beaucoup de gens qui souffrent d'une pathologie assez prenante qui s'appelle la mythomanie. Et la mythomanie, ça cause beaucoup de dégâts, et c'est mentir de manière pathologique. Voilà, la seule différence entre l'autofiction et la mythomanie, c'est que le mythomane ne peut pas être authentique, et il va détruire les autres pour ses propres intérêts ou pour briller en société, mais il n'a aucune imagination. Or, l'autofiction, justement, c'est une hymne à l'authenticité, puisque c'est l'idée d'être vous-même, face à vous-même, et pouvoir en fait vous reconstruire, vous déconstruire, comprendre vos mécanismes, tout simplement. C'est ça aussi, c'est ce que vise en tout cas l'autofiction. Écrire une représentation de soi en fonction donc de nos perceptions de nous-mêmes via nos personnages, tout en les faisant aussi évoluer au fil des récits. C'est aussi un des objets, en tout cas, de l'autofiction. La question de la perception peut devenir ainsi une forme de vérité subjective,
incontestable tant qu'elle nous permet en tout cas de mieux comprendre nos mécanismes internes. Exemple, ma manière de me percevoir au début de l'histoire, donc de mon autofiction, et comment je perçois mon environnement dans mon récit, donne des informations sur moi et mes propriétés. Pensez à Chalmers, je crois que c'est lui. J'avais piqué ça sur une conférence d'un philosophe. Et il parlait des propriétés, mais il me semble que c'était Chalmers. Alors à vérifier, mais je crois que c'est Chalmers. Et donc des mécanismes perceptifs qui pourront évoluer donc au fil de ma prise de conscience. Par exemple, rien n'est figé, il y a tout qui se transforme pour prendre les lois de la physique, mais c'est exactement ça. C'est que déjà, il faut être fidèle à ce qu'on pense connaître de soi. On part forcément plus ou moins de biais, c'est obligé. En tout cas vis-à-vis d'une réalité dite objective, parce qu'on a nos ressentis dont on a vécu par exemple certains événements qui vont faire que ça peut être biaisé ou pas d'ailleurs, hein, mais en tout cas c'est forcément biaisé dans le sens où ça va faire appel à nos émotions et puis c'est pas faux en soi puisqu'on l'a ressenti. Et donc il faut aussi accepter cela, il faut accepter sa propre vérité pour après pouvoir déconstruire aussi tous les biais environnants. Je vais vous donner un simple exemple, Aïtika. Au début, moi je souffrais énormément dans l'autofiction, puisque c'est la petite Aïtika qui souffre, qui est soumise un peu à toute l'espèce humaine qui la prend pour ce qu'elle n'est absolument pas. Et puis peu à peu, en fait, elle va s'émanciper et ses perceptions vont complètement changer. Et elle deviendra plus victime d'elle-même, en fait. Vous voyez, elle deviendra même actrice de sa propre vie et même, malgré elle, en fait, elle va devenir même, elle va s'imprégner du tout et donc avoir un pouvoir malgré elle sur tout un monde, tout simplement. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est la perception de soi qui va pouvoir évoluer et passer par exemple d'une victime du début à au final quelqu'un de totalement affirmé, de totalement bien dans ses baskets et qui va pouvoir surtout aussi aider les autres parce que cette personne se sera aidée elle-même. Le problème aussi de nos jours, en tout cas des débats sur la vérité dans l'autofiction, c'est que qu'est-ce que la vérité quand évidemment nos perceptions peuvent déjà donc être biaisées d'une certaine manière. Comme je parlais des ressentis, au final la vérité, c'est celle que l'on entrevoit parce que ça a eu des séquelles. C'est une vérité en soi. On peut pas par exemple dire à une victime par exemple de violence t'es pas dans la vérité parce que tu es soumise par exemple à des biais cognitifs qui fait qu'en fait tu es d'abord victime de toi-même. C'est pas possible de dire ça. Et puis non, c'est d'une certaine manière aussi c'est faux dans le sens où cette personne-là à ce moment-là de toute façon n'a aucun outil, n'a aucun moyen de se défendre et est piégée aussi par quelqu'un. Et il faut le rappeler aussi ça. Et donc sa vérité est une vérité à ce moment-là, même que ça soit biaisé ou pas, c'est une vérité. Et après, peu à peu, il faut surtout apprendre à cette personne à se dégager d'une vérité douloureuse pour en créer une autre. C'est ça aussi qui est important, c'est cette évolution-là de transformation. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est ce processus de transformation. Donc selon aussi, alors Marthe Houghton, c'est une neuroscientifique chercheuse à l'université d'Amsterdam et principale autrice dans l'étude Seeing et Remembering qui parle en fait de l'illusion sur la mémoire à court terme. Donc en fait, elle explique que des erreurs de mémoire se manifestent particulièrement lorsqu'on a de fortes attentes sur la façon dont le monde devrait être. Et c'est viable, hein, c'est véridique. Lorsque notre mémoire commence à s'estomper, même après une seconde et demie, 2 secondes, 3 secondes, nous commençons alors à la remplir en fonction de nos attentes. Et on ne le conscientise pas. Et ça, c'est un gros biais aussi. Et donc, Marthe Houghton a remarqué que ce genre de phénomène se produisait aussi à l'issue d'un discours, les détails étant très vite remplacés par une idée et un sens général, donc sans doute plus simple en tout cas à retenir. Et à quoi cela peut-il donc servir d'écrire une autofiction qui répondrait à notre idéal et ainsi nos attentes, si au final ces attentes peuvent elles-mêmes être biaisées, parce qu'on retrouve un idéal qui va forcément être, qui va diverger par rapport à la réalité. C'est une question philosophique aussi. Donc, en fait, imaginez un monde
en lien avec nos attentes, nos attentes, pardon, c'est pour mieux déconstruire nos biais justement, en exprimant nos perceptions et en les décortiquant. On appelle ça l'investigation rationnelle selon Socrate, et c'est ce que l'on va faire. Et donc l'apport d'Aitika, l'apport de la société d'Aitika, c'est justement de donner ces outils en analyse des discours, des outils philosophiques, des outils psychologiques pour déconstruire en fait, comprendre vraiment via les mots, MOTS, ces mots, MAUX, pour voilà, entrevoir en fait tous ces biais par la connaissance. Alors la connaissance de ce que l'on sait par la science, mais aussi la connaissance de soi pour mieux s'anticiper, mieux se comprendre et surtout aller vers cette authenticité-là. Donc il y a aussi un problème qui est assez, prépondérant, c'est le problème de l'ambiguïté référentielle. C'est-à-dire que une perception d'une vérité, elle peut être falsifiée, et donc forcément c'est un mensonge. Et il y a une belle méfiance à l'égard du récit et de la temporalité romanesque. C'est-à-dire que dès l'instant où les personnes, quand je parle d'ambiguïté référentielle, c'est-à-dire que dès l'instant où des gens, je verrai dans la deuxième partie avec vous ce qu'est la vérité, mais on parlera justement de cette référence-là. Mais l'ambiguïté référentielle, c'est quand il n'y a pas de référence commune qui pourrait en fait nous faire entrevoir que quelque chose est vrai ou faux. C'est-à-dire que les catégories, généralement, nous aident à être dotés de jugement, à juger en tout cas, et de déterminer si quelqu'un dit vrai ou faux. Voilà. Par exemple, en science, on a fait tel résultat, telle enquête, on peut dire si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà. Et donc, cette ambiguïté référentielle, effectivement, dans l'autofiction, c'est que vu qu'on prend la fiction et donc l'imagination, qui est un concept assez épineux, mais enfin pas pour moi, mais pour beaucoup de monde. L'imagination, pour les gens, c'est de la fiction pure, c'est-à-dire que ça n'existe pas d'une certaine manière. L'imagination, c'est quelque chose d'utopique, c'est quelque chose d'abstrait. Et donc, il n'y a rien de concret dans l'imagination. Ce n'est pas synonyme de vérité. Vous verrez rarement, en tout cas dans les perceptions actuelles, communes et actuelles, que l'imagination est synonyme de vérité. Alors qu'en fait, si. Mais je spoil, mais en tout cas, l'imagination, bien évidemment, va bien au-delà des simples représentations mentales que nous verrons dans un module éventuel ou dans quelque chose d'autre. Voilà. Donc c'est pour ça que les gens restent méfiants aussi à l'égard de l'autofiction, dans le sens où pour eux, eh bien, tout ce qui est imaginé est une invention et donc n'est pas réel. Et donc, dans ce cas, pourquoi ne pas se donner une étiquette mythomane? Ah oui, c'est une question. Ben, là encore, mythomane, je pense qu'il faut faire attention aussi comment on utilise ce terme. La mythomanie, c'est vraiment une pathologie qui détruit les gens et qui permet juste à l'auteur, enfin celui qui en souffre, de soi-disant briller et avoir du pouvoir sur les gens. Et ça, c'est dangereux. En fait, ça devient une pathologie quand ça devient vraiment dangereux aussi pour soi et pour les autres. La mythomanie, ça crée beaucoup de problèmes. Alors que l'autofiction, au contraire, ça les résout. C'est ça la différence. Et que, comme je disais aussi tout à l'heure en amont, un mythomane n'imagine pas, il en est incapable. Il peut jouer avec les éléments de son environnement, ça, il n'y a pas de souci. Il manipule. C'est voilà, un peu comme un mécanisme de sociopathe, un pervers. Il va manipuler un peu les pions pour en fait établir des scénarios, mais qui va le mettre en avant. Voilà, le mettre en avant, le permettre en fait de s'il peut détruire les autres, il le fera et récupérer. Donc en fait, il y a aussi une nuance de panel qui va venir s'implanter en fait à cette structure mythomaniaque, dans le sens où il y a beaucoup, outre le mensonge, il y a la perversion, il y a vraiment beaucoup d'autres pathologies qui peuvent s'y coller aussi, et c'est hyper dangereux. L'autofiction, comme je disais, va résoudre au contraire tous ces biais, justement pour grâce aussi à l'investigation rationnelle, grâce à un tout, d'arriver en fait à cette authenticité-là, à cette transparence-là, et en tout cas, se voir aussi, aller vers cette essence et non plus vers quelque chose que l'on peut subir malgré soi et dont on ne conscientise absolument rien. Donc il y a aussi une forme de psychanalyse. Donc j'espère que cette première partie vous aura plu. Je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne YouTube ou à vous inscrire à la newsletter du site internet. Et puis je vous dis à tout de suite. Bye bye.